Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes, décryptage des questions d'actualité. On va aller un peu plus en détail de ce que vous suivez chaque jour. Questions constitutionnelles, questions interview de Joseph Kabila, dialogue. Jean-Marc Abond est en train de tourner dans les partis politiques d'opposition. Que cherche-t-il exactement? Mesdames et messieurs, en face de nous, monsieur Alain Bolodjoa, président national de l'EBAT, Lèvons-nous et Bâtissons, parti membre de l'opposition. Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous êtes opposant, c'est-à-dire vous reconnaissez implicitement le pouvoir établi. Implicitement, oui. Vous reconnaissez implicitement le pouvoir établi. Exact. Donc, vous êtes opposant, vous n'êtes pas dans la résistance, comme le disait à un certain moment Martin Je ne suis pas résistant, je suis opposant. Vous êtes opposant. Quel est votre point de vue par rapport au débat actuel sur la révision, le changement ou le maintien de la Constitution? Quel est le point de vue de votre parti politique? Je ne savais même pas que ces débats existaient. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont développé l'intention de saper la Constitution, de marcher sur la Constitution, de désacraliser la Constitution, de jeter de l'opprobre sur la Constitution. Mais ces débats-là, en tout cas, je dois être sincère, je n'étais pas informé. Alors, ce sont nos amis du pouvoir, avec leurs acolytes, qui ont lancé les débats sur l'éventualité de la révision constitutionnelle et l'éventualité du changement de la Constitution. Oui. Mais nous, de notre côté, ce n'est pas un débat en fait. C'est-à-dire le maintien de la Constitution n'est pas un débat, c'est un impératif. Comme vous le savez, notre pays a connu une histoire sombre. Nous avons eu à dénombrer plus de 8 millions de morts. Justement parce qu'il y avait contestation de la légitimité et des institutions et des animateurs des institutions. Et nous sommes résolus de signer un pacte qui devait en réalité réconcilier toutes les tendances politiques et même de la société civile. Nous sommes allés à Sand City, nous avons signé l'accord global et inclusif. Ça nous a donné la possibilité d'avoir la constitution de la transition. Et pendant la transition, nous avons présenté l'ébauche avec ses imperfections. Ça a été débattu au Sénat, à l'Assemblée nationale, et puis ça a été promulgué après référendum. Alors aujourd'hui, nous voyons nos amis s'élancer dans ces formes d'incantation. Ils disent soit on révise, soit on change. Mais la grande question, quelle est l'option levée? Parce qu'en réalité, le débat pouvait trouver un sens s'il avait commencé d'abord au sein de l'Union sacrée. Parce que généralement, les structures ou les organisations politiques, avant de lancer un débat, ils en débattent d'abord en leur sein. Oui. Ils lèvent des options, le point fort, le point faible de leur démarche, et après, ils présentent à l'opinion. L'opinion va débattre sur ce qu'eux ont déjà conçu. Mais ici, chez nous, ils n'ont encore rien conçu en substance, mais ils veulent que nous débattions sur cette forme de folie qui va dans le sens, d'un côté, de nous pousser à accepter la révision de la Constitution, et de l'autre côté, à nous pousser d'accepter les changements de la Constitution. Alors, entre les deux, il y a un grand écart. Mais est-ce qu'il est interdit aux Congolais quand même de réfléchir sur leur devenir, c'est-à-dire mettre ensemble les gens, penser sur comment s'organiser dans leur nation? Est-ce que c'est interdit de réfléchir sur la Constitution notamment? Bon, pour le Congolais, vous parlez de Congolais? Oui, les Congolais, tous. Non, mais les Congolais sont en droit de mettre en cause ce qu'il y a. Voyez-vous? Bien sûr. Ils peuvent discuter sur ce qu'il y a en comparant avec ce qui devait être. C'est-à-dire que ces débats-là trouvent tout son sens. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, pourquoi devons-nous avoir une constitution écrite? Pourquoi ne pas avoir une constitution non écrite? Ça, ce sont des débats de société qui se posent. Mais ces débats-là doivent être encadrés. Parce que à un certain moment, en cherchant à en débattre, on détruit ce qu'il y a. Et en même temps, on a tendance
à se vanter de bénéficier de ce qu'il y a. Voyez-vous, devant cette dichotomie ou cette ambivalence, on risque de croire qu'il y a effectivement un problème de santé, et cela nous pousse à nous questionner sur la vraie intention. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on concevait la Constitution, on a eu à lever plusieurs options. Déjà, vous devez savoir que... Est-ce que les personnes qui ont conçu cette Constitution avaient cette légitimité populaire, notamment au niveau même de l'Assemblée nationale, le Sénat de l'époque? Est-ce qu'ils avaient été élus par le peuple? Ils ont été mandatés par le peuple pour pouvoir justement réfléchir ou proposer une nouvelle Constitution? Bon, personne n'a été élu. Oui. Mais tous ceux donc, ils n'avaient pas mandat du peuple. Tous ceux qui prétendent avoir été élus l'ont été grâce à cette Constitution. Tous ceux qui prétendent ou ceux qui ont été élus? Non, mais vous me posez la question si ceux qui avaient conçu la Constitution avaient la légitimité nécessaire. J'ai dit oui. Ils avaient la légitimité nécessaire. Et si eux n'avaient pas de légitimité, leur production ne pouvait pas octroyer ou donner à ceux qui en bénéficient la légitimité. Ça, c'est un problème de logique. Si vous contestez la légitimité de ceux qui ont conçu la Constitution, vous ne pouvez pas brandir votre fameuse légitimité. Mais on est quand même d'accord que ce n'est pas nécessairement les Congolais qui ont conçu cette Constitution. Non, mais c'est une Constitution congolaise. Non, je parle de la conception. Non, mais c'est les gens qui ont réfléchi pour mettre en place cette Constitution. Ce sont les Congolais. Il n'y a pas eu des mains étrangères? Non, mais attendez. Mais on n'aura jamais une Constitution sans main étrangère. Jamais. Soit de manière directe, soit de manière indirecte. Il y aura toujours. Parce que dans notre tradition, il n'y avait pas de constitution écrite. C'est déjà une invention de l'étranger. La République n'est pas notre invention. Il y a toujours la prise en compte de ce qui a été fait à l'étranger. L'appellation de l'institution président n'est pas dans nos mœurs, dans notre coutume. Nous avons copié ce qui est de l'étranger. Mais la particularité de cette constitution, c'est quoi? Oui. Cette constitution a eu à faire de copier-coller de plusieurs autres constitutions qui ont régenté. Notamment la constitution française. La constitution française, belge notamment. Non, mais voilà pourquoi je vous dis... servi à ce qu'on puisse élaborer nos voilà pourquoi j'ai dit, vous n'appellerez jamais un professeur ici, dans votre plateau, parler de son livre sans qu'il y ait des références. Comment allez-vous développer une thèse sans qu'il y ait référence? Parce que vous n'êtes pas les premiers. Le fait seulement que vous avez pris quelqu'un d'autre comme référence, c'est qui sous-entend que vous n'avez pas réfléchi sur tout, vous êtes basé sur les analyses des autres. Comment voulez-vous, des gens qui n'ont pas la culture de la République, pouvaient-ils se lancer dans les débats sur le changement et sur la Constitution sans nécessairement se référer à ceux qui ont vécu avant? Savez-vous que la loi fondamentale a été conçue par la Belgique? La loi fondamentale de 1960. Les débats ont commencé en 1958. Ils ont finalisé les travaux en 1959, 60, début 60. On nous l'a présenté. Nous l'avons adopté. C'est devenu notre texte à nous. Mais après, on a eu la Constitution de Lulabo de 64. Ce n'était pas l'œuvre de Congolais dans l'absolu. On s'est référé à d'autres constitutions. Il y a eu d'autres consultants qui ont eu à participer. En 1967, on s'est référé aussi à d'autres constitutions. La réforme de 70-71, même la constitution de la Conférence nationale souveraine, on s'est référé à d'autres constitutions. C'est comme ça qu'on rédige, c'est comme ça qu'on écrit en scientifique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre avoir l'absoluté de la connaissance, innover, inventer des choses qui existent déjà. Donc on se réfère toujours à quelque chose. Mais maintenant, il faudrait, dans ce qu'il y a, voir l'originalité de notre Constitution. Il y a une originalité également propre à nous, Monsieur Alain Bolodjoa. Alors, il y a un article qui fait vraiment défaut, et pas défaut, qui fait débat, permettez-moi. L'article sur, excusez-moi, c'est l'article 9, sur l'État qui exerce une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, ainsi de suite.
des scientifiques que je ne préfère ne pas citer, donc je préfère le professeur Kabuya Lumuna Sando, qui dit que c'était un piège, notamment parce que l'État doit être propriétaire de la terre et du sol et du sous-sol. L'État ne peut pas exercer une souveraineté parce que la terre est censée appartenir à l'État. Qui a dit que la terre est censée appartenir à l'État? Le sol et le sous-sol. Mais professeur Kabuya. Là, il est dans le mimétisme. Qui a dit que le sol doit appartenir à l'État? L'État doit être propriétaire du sol et du sous-sol. Qui a dit? Il y a un grand professeur de droit, professeur Kabuya. Il peut être professeur de droit, mais avec des insuffisances. Vous savez, le mal avec nos prétendus professeurs... Ça ne vous dérange pas que l'État ne soit pas propriétaire du sol? Non, mais qui a dit que ça doit être ainsi? Non, en tant que patriote, en tant que Congolais. Il n'y a pas de patriotisme, mais là, nous sommes en train d'analyser un texte. Oui. Nous sommes en train d'analyser une pensée, une philosophie, une manière de percevoir les choses. D'accord. La loi Bakandeja a été élaborée en 1966. Bakajika. Mais Bakajika. En 1966. Oui. La loi Bakajika en 1966. Oui. Oui, j'ai parlé de Bakandeja certainement parce que vous en avez parlé dans l'une de vos émissions. Oui. En 1966, c'est cette loi-là qui a imposé ces principes-là. Mais avant, l'État exerçait une souveraineté. Vous savez, si nous allons dans notre sociologie, l'État n'est pas propriétaire de la terre. Mais comment ça? Non, attendez. Je vous dis, par rapport à notre histoire, l'État n'est pas propriétaire de la terre. Mais monsieur Alain Bolodjo. Mais pourquoi cherchez-vous toujours à adopter ce que les autres disent? Vous avez dit que nous sommes en droit de réfléchir. Allez-y. Comment l'État est-il constitué? Le roi des Belges, suite à ses agents, a brandi un certain nombre de documents disant qu'il était en contact avec le propriétaire des terres, qui étaient nos chefs, nos aïeux. Ils auraient signé des pactes, des accords, des cessions de nos terres, et c'est ce qui a constitué la base de la création des EIC, État indépendant du Congo. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire que nos pères, nos grands-pères étaient propriétaires des terres. Et cela ressort dans les dispositions pertinentes de l'article 10, où on vous dit, et Congolais, toute personne dont l'un des parents était Congolais ou propriétaire des terres. Ça ressort là. C'est-à-dire que les terres appartiennent aux micro-nations qui existaient. Ce sont les tribus, ce sont les groupes ethniques qui sont les propriétaires des terres. Ce sont les chefs coutumiers. Pas l'État. Non, ce sont les chefs coutumiers qui sont propriétaires des terres. C'est sur base de ça que nous sommes battus pour avoir l'indépendance. Nous sommes battus pour revendiquer le droit de sol. Nous sommes battus contre qui? Mais quand on exerce... Contre l'État. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, le mal avec nous, au Congo, lorsque les gens débitent des inepties ou défendent une thèse, on pense que leur thèse est plausible parce qu'ils sont professeurs ou parce qu'ils avaient crié. Je tiens à vous dire que la terre congolaise n'appartient pas à l'État. Parce qu'il y avait les premiers occupants. Avant l'avènement de l'État, il y avait les premiers occupants. En 1884, lorsqu'on parlait de la création de l'État congolais, il y avait des occupants. Ces occupants sont des tribus, sont des groupes ethniques. Mais aujourd'hui, nous sommes un État, il y a une nouvelle organisation politique. C'est ça la particularité de notre Constitution. C'est-à-dire que nous leur reconnaissons le droit sur la terre. On leur reconnaît le droit. Vous voyez, dans cette Constitution, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de sagesse qui en ressort. Beaucoup de sagesse. Beaucoup. Mais fort malheureusement, à cause de la cupidité, à cause de soucis de se maintenir au pouvoir, on ne veut pas analyser les choses dans cette manière. Savez-vous que dans l'organisation politique de notre pays, on reconnaît le pouvoir coutumier? Bien sûr. Oui. Savez-vous que le chef coutumier ou le chef des terres existe dans notre pays? Alors, si l'État dit qu'il est propriétaire des terres, c'est-à-dire qu'eux n'ont rien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On leur reconnaît le droit sur la terre, ce sont les protecteurs des terres, c'est ce qui justifie même la création de Wazalendo, des gens qui défendent leurs terres parce qu'ils en sont propriétaires. Mais l'État exerce la souveraineté, c'est-à-dire que l'État est au-dessus de ce pouvoir traditionnel, le pouvoir coutumier.
Donc, vous voulez dire que ça n'est pas forcément important qu'on revienne sur la loi Bakajika. Non, mais la loi Bakajika est dans la Constitution. Il y a quel article? Non, mais vous parlez de la souveraineté. C'est ça, c'est pareil. Vous parlez de la souveraineté veut dire décider en dernier ressort. Et qu'on exerce. C'est l'État qui exerce son droit souverain. On peut aussi perdre cette souveraineté. Comment ça? On peut céder partiellement, on ne peut pas perdre. La souveraineté est liée à l'existence de l'État. C'est pour ça que nous sommes battus pour être souverains. Vous voyez, il y a trop de confusion. L'État décide en dernier ressort sur le sol, mais l'État reconnaît l'origine des sols. Parce qu'on est une sorte de mosaïque. On a pris plusieurs entités pour faire l'État. Et l'État exerce la souveraineté. Sinon, la démarche de la souveraineté que nous avons revendiquée en 1959 n'aura pas de sens. L'article 219, permettez qu'on lise, peut-être si je peux me retrouver. L'État peut céder une partie de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Laissez-moi chercher rapidement cet article Constitution. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Article 219. Non, ce n'est pas cet article-là. Mais je vais chercher. Non, 219, j'en ai déjà. Dans le 219, oui. On parle de révision constitutionnelle. Vous voulez parler de 217? 217, pardon. Oui, avec le fameux professeur là. Oui, voilà, professeur Kabissa. Oui, fort malheureusement, mal initié. Vous pouvez lire, il n'y a pas de problème. L'article 217 dit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » L'unité africaine. En quoi c'est professeur Kabissa dit que c'est un piège. Mais justement, parce qu'il est ce qu'il est. S'il était sérieux, il devait d'abord faire une analyse comparée. Mais vous n'êtes pas juriste non plus. Vous n'êtes pas juriste. Non, je dis parce qu'il n'est pas sérieux. Moi, je n'ai pas parlé du juridisme ici. Ici, nous sommes en train d'analyser un document qui est essentiellement politique. C'est un problème d'option. Les juristes n'interviennent que pour donner la forme. Il y a quand même des spécialistes, des constitutionnalistes. Non, ils sont constitutionnalistes, mais ils n'ont pas le monopole de la perception politique du fonctionnement de l'État. Vous savez comment les constitutions naissent? Ce sont les options politiques sur base des faits sociologiques. Voyez-vous? On émet des pensées, des idées, et puis on invite les juristes pour donner la forme, l'aspect technique. Mais la perception est d'abord politique et sociologique. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît l'esprit et la lettre est mieux outillé que celui qui a appris le droit constitutionnel à la maison ou à l'université d'Afrique du Sud. Sachez-le très bien. Là, vous êtes très très dur. Non, je l'essaierai. Peut-être on évolue. Nous voulons être pédagogiques. Oui. Vous devez savoir que les États, en tout cas aujourd'hui dans le monde, tous les États ont cédé partiellement une partie de leur souveraineté sur certaines matières spécifiques. Prouvez-le. La France, avant la création de l'Union... Tous les États du monde. Tous les États sans exception. Tous les États. Allez-y. Non, mais je vais donner plusieurs cas. Allez-y. La France, avant, pour qu'un Belge entre en France, on lui exigeait d'avoir un visa. Entre la France et la Belgique, il y avait des frontières. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ces frontières-là. Bon, en fait, ça existe, mais ce n'est plus une administration. C'est-à-dire que celui qui est en France peut aller en Belgique sans visa. Sans visa, on ne va pas vous contrôler. L'essentiel, c'est d'entrer et de ne pas violer les lois. Donc la France a cédé une partie de... Elle a cédé une partie de sa souveraineté en quoi faisant? Le fait seulement qu'elle a accepté d'être membre de l'Union africaine et que dans l'Union africaine, on a levé les frontières. La France était astreinte de se soumettre à cette exigence. C'est céder une partie de sa souveraineté. D'accord. Là nous sommes d'accord. Alors, nous prenons l'État congolais. Nous, au Congo-Brazza, on traverse avec le laissez-passer.
Alors qu'avec l'Angola, il y a les visas. Donc, même si on change la constitution aujourd'hui, cet article va revenir. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs États qui appliquent la même chose. Mais attendez, mais pour être membre de EAC, on a eu à ratifier, non? Donc, le pauvre Kabila a totalement tort. Non, bon, vous avez dit que j'étais trop dur. Je crois que je le ferai à la fin. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a une confusion qui est entretenue. Sachez-le très bien. Nous sommes dans le système OADA. Nous avions un plan comptable congolais. Voyez-vous, dans ces plans comptables, c'est l'État qui décidait en dernier ressort. Si vous violez les lois de la République, c'est la justice congolaise qui devait vous poursuivre. On avait notre plan comptable. Mais le fait seulement que nous avons adhéré dans le système OADA, c'est la norme de OADA qui s'impose à nous. Nous avons cédé partiellement notre droit souverain. Il y a des choses que nous faisons parce que justement nous avons accepté d'être membre de OADA. Là, nous sommes d'accord. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. L'article 5. Le peuple reste souverain. Il a parlé d'abord de l'article 4. Ah, ouais, là, vous voulez l'épargner? Non, allons-y à l'article 4. Ne l'épargnez pas. On va commencer par 4 puis 5. L'article 4 dit ceci. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Oui, c'est un principe de la territoriale. C'est un principe simple, un principe sacro-saint. Et si les gens en parlent, soit parce qu'ils sont de mauvaise foi ou parce qu'ils sont des incultes. On peut avoir 100 provinces alors? Non, mais 100 ou 200 provinces? Bien évidemment, comme aussi on peut en avoir 11 ou 10 ou 7 ou 5. L'État congolais est né avec combien d'entités? 4. L'État congolais est né avec 4 entités. Comment c'est pas un piège quelque part? Non, ça n'a rien à voir. C'est un principe de l'administration territoriale. Il suffit seulement de consulter ceux qui sont spécialistes dans ça. Cette disposition. Mais vous savez quand même qu'il y a des déviations. Non, mais les déviations. Mais attendez, vous n'allez pas juger la Constitution parce qu'il y a des déviations des individus. Notamment, certains articles ont tendance à pousser l'État à se diviser, notamment. Non. Cher ami, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Mais quand vous étiez encore élève, à une certaine époque, on avait 9 provinces, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en ayons 11? Parce qu'à cette époque, le Rwanda n'était pas fort. Mais Mobutu a divisé le Grand Kivu en 3. Avant, le nord, le sud et les Maniema, le nord et le sud Kivu et les Maniema étaient des sous-régions. Voyez-vous, on les a, on a démembré en 3. À l'époque, je crois, Nkondeville, Kikanda, Koyagalo, ils étaient nombreux. Le vieux, bon, j'ai oublié son nom. D'accord. Ils ont eu à travailler pour proposer les démembrements du Grand Kivu. Au-delà de ça, il y a certaines entités territoriales qui étaient des cités, qui sont devenues de provinces et de communes à part entière, des villes. Kinshasa n'avait pas 24 communes au départ. Comment sommes-nous arrivés à 24? C'est sur base de ces principes-là. C'est-à-dire, si nous trouvons dans Maluku, il y a une entité qui se développe, qui a des infrastructures, qui a le nombre de la population tel que nous fixons dans le principe, on peut décider de faire de cette entité inférieure une entité supérieure, soit commune ou quartier. Vous êtes prêt à un débat avec le professeur Kabila? Non, mais en débattre pourquoi? Ou Maître Bondo, notamment pour... Mais on l'a déjà fait, on ne va pas le faire. Pour échanger les idées, non, dans la confrontation des idées que j'ai la lumière. Non, ils n'ont pas besoin de la lumière, ils sont dans l'obscurantisme voulu. Ça sera le peuple ils entretiennent... Non, ils entretiennent... Moi, je vous donne les principes. C'est-à-dire, on peut faire d'une entité inférieure une entité supérieure. Aujourd'hui, si nous constatons qu'il y a des entités qui n'évoluent pas normalement, on peut se décider de les fusionner. Parce que si vous lisez très bien cet article, oui, il est clairement dit, d'abord, des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent, ce n'est pas une obligation,
peuvent être créés, qu'est-ce qu'on a dit? Par démembrement, c'est-à-dire il y a éclatement, ou par regroupement. On peut regrouper. Ça a toujours été ainsi. Parce que si vous allez par exemple dans le Maïndombe Équateur, il y a une partie de l'ancienne Maïndombe qui est à l'Équateur. Ça, c'est en termes de gestion. Mais cela ne veut pas dire qu'on a divisé le peuple ou qu'on aurait cédé une partie. Non. C'est-à-dire qu'on peut créer de nouvelles entités. Je vous donne le cas de la ville Lumumba dans le Sankourou. Dans le Sankourou. Ça devait être créé sur base de quel texte? Il faudrait trouver un fondement. Constitutionnel. Dans la Constitution. On a créé une nouvelle ville. Il semblait que Félix Tshisekedi a besoin de créer un pôle de développement à Maluku. Supposons que ça s'est développé. Ça va être géré par qui? Par le bourgmestre de Maluku? Non, on peut en faire une nouvelle commune. Comme aussi, on peut créer une ville à Kwangu. Ceux qui sont aujourd'hui des villages peuvent être mués en ville. En ville. C'est-à-dire, c'est ça en fait. C'est-à-dire, les gens n'ont pas la culture de lire. Même la création de Minembwe, ça ne vous a pas offusqué non plus. La création de Minembwe a posé problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne répondait pas aux critères. Déjà au départ. Comment ça? Non, mais effectivement, parce que pour qu'une entité inférieure ait les statuts d'une entité supérieure, il y a, on voit en termes d'infrastructure, on voit en termes de population, on voit aussi en termes de procédure. C'est nous qui avons combattu l'idée de créer les territoires de Minembwe avec James Mulengwa, il est de Fizi. Déjà en 1990, 2006, 2007, à l'époque des Camérés. C'était quoi le risque? Non, mais qu'est-ce que vous combattiez? Qu'est-ce qui était sous-entendu? Non, mais attendez. Lorsqu'on a créé cette commune, c'était pendant l'occupation. Lorsqu'on a créé ces territoires, c'était pendant l'occupation. Et eux voulaient justement la créer parce que les territoires sont des circonscriptions. Sous Félix Tshisekedi. Non, lui, il a installé un bourgmestre. À Minembwe. Non, mais il a installé. Félix Tshisekedi a installé un bourgmestre. Oui, mais Minembwe n'existait pas en tant que commune. Non, mais attendez. C'était d'abord un territoire. Oui, mais pas une commune. Opposés. Oui. Après, ils en ont fait une commune. Oui. Ça ne répondait pas aux critères. Ils ont nommé un bourgmestre. Nous nous sommes opposés. Félix Tshisekedi il a dit à la population qu'il avait l'intention de suspendre l'installation de ce bourgmestre. Mais le bourgmestre a travaillé. Ils ont pris d'ailleurs un chef de secteur pour assumer la fonction de bourgmestre. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes d'accord sur le principe, ma condition, de respecter la procédure et les critères d'éligibilité de cette entité. Parce que le jour où nous aurons le pouvoir, la commune de Selembao, la commune de Bumbu, la commune de Makala, on peut se décider d'en faire une seule commune. La commune de Bandal, la commune de Kintambo, on peut fusionner pour en faire une commune. On doit avoir un soubassement constitutionnel. Et dans ces soubassements constitutionnels, on en crée la commune. Mais s'il y a des velléités, il y a des gens qui ont l'intention, vous n'allez pas juger la loi. Parce que la loi n'a pas créé l'intention. Donc l'intention aussi est là, était là aussi dans la volonté de créer Minembwe. Non, mais dites-moi un peu, même si on crée Minembwe en tant que commune ou en tant que territoire, quel est le danger d'après vous? Bon, on va y revenir. Voilà. Monsieur Alain Bolodjoa, on prend l'article 5, la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple. Oui. Ça dit tout. Bien évidemment, ça dit que quand le peuple décide, personne n'est en droit de marcher sur sa décision. Le peuple peut décider de changer la Constitution. Bien sûr. Le peuple a le droit, le peuple a un pouvoir supra-constitutionnel, au-delà de la Constitution. Donc, au référendum, on peut consulter le peuple. Qui va consulter le peuple? Qui va organiser les référendums? Mais les tenants du pouvoir. Mais les tenants du pouvoir, d'où tirent-ils ces pouvoirs-là? Mais au peuple, du peuple. Non. Ils ont été élus par le peuple. Non. Le peuple les a demandé à les représenter. Ils reviennent consulter le peuple pour changer la Constitution. Ça, c'est la confusion. Ça, c'est la confusion. Mais comment ça va se passer selon vous? Non, mais vous ne pouvez pas me poser la question. Il faut poser par contre la question à ceux qui sont dans cette folie. Cher ami, on doit savoir ceci. Le peuple est souverain. Oui. Le peuple a entériné la Constitution, a endossé la Constitution.
Parce que c'est une constitution référendaire. Le peuple a tracé les limites de tout pouvoir dans l'État. Oui. Les matières référendaires sont constitutionnelles. Personne n'a le droit d'y ajouter ni d'y retrancher. C'est ça la souveraineté du peuple. Alors, quand je vous dis que le peuple est en droit d'échanger de constitution, oui, effectivement. Mais les changements de la constitution a des implications, a des conséquences. La première des choses... Mais d'accord, d'abord on est d'accord que Non. le peuple peut se décider à tout moment Oui. de changer une constitution. Là, on est d'accord. Le peuple est en droit Oui. de faire ce qu'il veut de son pays. À tout moment. Le peuple est en droit D'accord. de faire ce qu'il veut de son pays. D'accord. Soit une monarchie, soit une république, soit on peut faire ce que l'on veut. Le peuple en a le droit. Ok. Mais attention, le peuple a limité le droit de tous ceux qui ont le pouvoir dans l'État. Le peuple n'a pas conféré le pouvoir aux institutions d'initier les changements de la Constitution. C'est le peuple qui a le pouvoir. Si vous posez la question, si vous voulez poser la question à la population de changer la Constitution, vous ne pouvez pas utiliser les instruments mis à votre disposition. Il faut utiliser un autre instrument. Vous vous basez en dehors sur de quoi ça. pour dire ça? Non, mais je me base sur les compétences dévolues aux institutions. Le peuple a dit, vous avez le droit de réviser certaines dispositions, pas celle-ci, pas celle-là. Non, vous parlez de la révision. Nous parlons du changement. Mais j'ai dit, c'est pas pareil. Mais le pouvoir est tiré de la Constitution. Si la Constitution ne vous confère pas le droit de faire quoi que ce soit, parce que la compétence est l'attribution. Si la Constitution ne vous confère pas le droit de faire quoi que ce soit, si vous le faites, vous tombez Donc, dans la violation de la On ne peut Constitution. pas consulter le peuple pour Non, mais qui un a le droit? quelconque changement de la Constitution. Non, attendez. Qui Oui. peut consulter le peuple? Mais en 2006, qui avait consulté le peuple? Mais c'est sur base de la Constitution acceptée tacitement par la population. Il y avait des dispositions transitoires qui énonçaient l'avènement d'une constitution. Et attention, avant l'avènement de cette constitution, il n'y avait qu'une seule constitution, la constitution de la transition. Alors voilà pourquoi je vous dis, ceux qui ont l'intention d'échanger la constitution, ils sont dans une sorte de rébellion Contre la Constitution. contre la constitution et contre l'État. C'est-à-dire, le peuple est souverain, le peuple peut se révolter. Et Il n'y a que la révolte. attendez, mais il n'y a que la révolution qui peut faire tomber une constitution. Mais comment le peuple Il n'y a pas une méthode Non, mais- démocratique, légale. ça existait où? Dans quel État? Citez-nous Mais un quand État. on dit le peuple est souverain, ça Non, ne mais ça ne- ça ne effectivement, résume pas tout. effectivement, le peuple est souverain, mais ceux qui veulent initier la question à poser au peuple ne sont pas souverains. Mais de quoi avez-vous peur? Pardon? De quoi avez-vous peur? Non, de l'anarchie, de l'indiscipline, Est-ce qu'on ne peut pas... de la folie. De la folie. Ça, c'est une forme de folie. Vous ne pouvez pas scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Vous savez comment les constitutions tombent? Les constitutions tombent avec tous leurs fruits. Donc vous voulez dire qu'une constitution, quand elle est votée, promulguée, elle n'a pas de durée de vie limitée? Non, il n'y en a pas. Si les constitutions avaient des durées de vie, les États-Unis allaient avoir combien de constitutions d'après vous? Donc le peuple Est en droit est en droit de changer la constitution, mais par la voie de la révolution. par la voie de la révolution, en mettant en cause l'ordre politique en cours. On Il a faudrait vu- d'abord Oui. dissoudre la constitution. Mhm. Quand la constitution est dissoute, elle est dissoute avec toutes les institutions. Et donc ceux qui sont au pouvoir perdent aussi leur pouvoir. Ah non, mais attendez. Ils perdent leur mandat. Non, mais attendez, mais leur mandat est lié à la Constitution. Leur fameux pouvoir est lié à la Constitution. Alors, comment voulez-vous avoir une Constitution? Comment voulez-vous dissoudre la Constitution et garder le pouvoir? Et le professeur Tony Mwaba, député national UDPS, a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour Ouais. changer la loi référendaire. Non, a fait une proposition d'une loi référendaire. Référendaire, justement. Parce que ça n'existait pas avant. Justement. Oui. Vous voyez ça d'un mauvais œil parce que ça, il y a une polémique qui a Juste qui est- l'intention. l'intention. La démarche trouve son sens dans la Constitution. Parce que la Constitution voudrait assez que nous ayons une loi référendaire. Mais la loi référendaire, pour qu'elle soit adoptée, imposable à tout le monde, il y a une procédure.
il dépose son projet, sa proposition de loi au Parlement. Le bureau du Parlement va aligner le traitement de cette proposition. Après, ils vont en débattre en plénière. Ils vont envoyer en commission. La commission va faire des amendements, des réajustements et ramener à la plénière. La plénière va adopter. On donne au bureau. Le bureau va envoyer au président de la République. Le président de la République va, avant promulgation, envoyer à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de la loi. Après, on va promulguer pour que cela soit applicable. Sachez-le très bien, la conformité à la Constitution veut dire quoi? Cette fameuse loi ne peut traiter que sur des matières constitutionnelles. Et la Constitution a prévu les matières référendaires. Vous ne pouvez ni ajouter ni retrancher. Donc on est coincé dans cette constitution. Non, on n'est pas coincé. Le pays n'a pas besoin de changer de constitution. Alors, M. Alain Bolodjoa, j'ai eu des professeurs qui ont qualifié cette constitution de chiffon. D'autres même ont dit torchon, sous laquelle on peut avec lequel on peut essuyer. On ne peut même pas essuyer. On peut même pas essuyer. La mort. Ouais. J'ai suivi. Ça, c'est une sorte de délire. C'est une folie scientifique, fort malheureusement, qui n'a pas de soubassement. Cher ami, vous savez, vous êtes marié. Oui. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez en justice, le document que vous allez brandir contre votre femme en cas de problème, c'est l'acte de mariage. Voyez-vous, vous pouvez vivre ensemble sans nécessairement être liés par l'acte de mariage. Et c'est cet acte-là qui formalise votre démarche. Si vous mettez en cause l'acte, vous perdez des droits, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les gens doivent apprendre à être sérieux. Comment un fameux professeur peut-il se permettre de jeter l'opprobre sur la Constitution au nom d'un président qui serait élu sur base d'une loi électorale qui serait tirée de la Constitution et prétendre avoir obtenu 73,34% et en même temps vous trouvez que c'est normal? C'est irrationnel. Il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. Parce que c'est ce qui est vrai. Une constitution torchon. Torchon, tout est devenu torchon. Non, mais attendez. Moi, Félix Sekedi, j'ai juré devant Dieu et la nation de défendre, de respecter, de faire respecter la Constitution. Ça, c'est pour entrer en fonction. La CNID, sur pied de l'article 211, la CNI fait ça, et proclamé élu. Mais tout ce que vous prétendez avoir, détenir, est tiré de la Constitution. Une Constitution torchon ne peut que nommer des professeurs torchons, et le président torchon, le parlement torchon, le cours des tribunaux torchons, la Constitution torchon. Ça, c'est un coup d'État qu'on est en train de faire. Un coup d'État? Non, mais cher ami, soyons sérieux. Comment peut-on... Non, attendez. Vous voulez qu'on respecte les institutions, n'est-ce pas? Oui. Mais ces institutions ont un soubassement. C'est la Constitution. Si la Constitution est torchon, aucune institution ne peut être de qualité. Attention à l'outrage. Oh, mais qui a outragé? Est-ce moi ou ceux qui ont dit que la Constitution était torchon? Parce que la Constitution a donné naissance à la fonction président. Si vous la qualifiez de torchon, eh bien tout ce qu'il en résulte est torchon. Kabou a dit que cette constitution a été touchée. Kabila a touché la constitution. Mobutu a touché la constitution. Joseph Kabila lui-même. Pourquoi interdire à Tshisekedi? Qui a interdit à Tshisekedi de toucher la constitution? Mais vous êtes en train de vous opposer ici. Non, mais toucher la constitution veut dire qu'il a changé. Kabila a changé quelle constitution? Kabila nous a laissé une nouvelle constitution. Et il en avait trouvé quoi? Kabila n'a pas trouvé de constitution. Ça, c'est une confusion. Voilà pourquoi il dit qu'il faut envoyer vos enfants à l'école, dans de bonnes écoles, pour être formés. Non, moi, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, parce que je ne vois pas la qualité dans son raisonnement. Joseph Kabila n'a pas trouvé de constitution. Joseph Kabila a trouvé des décrets. Décret constitutionnel. Voilà. Alors, vous parlez de quelle constitution? Monsieur... Laurent Désiré Kabila a dissous la constitution de la transition avec les institutions. Alors, vous êtes dans quelle approche? Vous parlez de quel Kabila? Kabila le fils ou le père? Kabila Kabila a révisé la constitution en 2011. Il n'a pas touché à la constitution. Non, il a touché.
Il n'a pas changé la Ah, constitution. ouais. Monsieur Alain Bolodjoa, on voit, pour finir, hein, on nous dit qu'il reste 3 minutes pratiquement. Jean-Marc Kabound est en train de circuler un peu dans presque tous les partis politiques. Oui, il est en droit de le faire. On vous a vu, on l'a vu également avec vous. Oui, nous l'avons reçu. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'objet de ces différentes rencontres? Non, mais il veut nous rencontrer. Il veut qu'on échange sur des questions d'État. Est-ce un problème? Quels sont les crimes? Les crimes, c'est quoi? L'opinion est en besoin aussi de connaître. Non, mais effectivement, mais c'est à lui de communiquer là-dessus. Il a donné ses raisons, il a dit ce qu'il a pu dire, et nous avons communiqué là-dessus. Il nous a parlé de... on a échangé sur la question de la gouvernance. On a échangé sur les débats stériles de changement ou révision de la Constitution. On a échangé sur la situation dans l'Est. Il a donné ses éléments d'information. On a échangé et puis c'est tout. Et puis on a insisté plus sur opposant que vous êtes, le président lui-même vous a qualifié d'opposant et a pété. Lui, il n'a que ça comme vocabulaire. C'est ça, c'est son caractéristique. Du mépris. Comme s'il était parfait. Mais on va quand même comparer l'opposition d'alors et l'opposition d'aujourd'hui. Oui, comparons aussi le pouvoir d'hier. Comparons aussi le pouvoir d'hier en termes d'élégance, en termes de considération mutuelle et le pouvoir d'aujourd'hui. Parlons aussi, comparons aussi. Pardon? Kabila a été modèle par rapport à... Non, mais Kabila au moins respecté. Ce n'est pas le Kabila qui insultait. Ce sont les adeptes de Kabila qui pouvaient se lancer dans ça. Kabila a déjà insulté Félix Tshisekedi. Lui aussi, il était opposant. Kabila l'a toujours considéré. Kabila a même cotisé dans les matangas de certains membres des familles. Donc, moi je pense que Félix Tshisekedi ne nous mérite pas comme ses opposants. Il ne mérite pas non plus à être appelé président. Voyez-vous, l'opposition a pété, c'est-à-dire l'opposition qui n'est pas folle, qui ne tue pas, qui ne brûle pas les pneus, qui ne menace pas les militaires, qui n'insulte pas les femmes ou le politicien. On considère qu'on est pété, parce qu'on est bien éduqué. Vous allez faire quoi s'il décide de changer la Constitution? Qu'allez-vous faire? Lui, il veut nous défier. Non, mais en face, qu'allez-vous faire? C'est en termes de rapport de force. C'est-à-dire que pour lui, il va changer la Constitution parce que nous sommes faibles. Parce qu'on a vu à l'époque les manifestations, on a vu... Lui, il a déjà manifesté où? La mobilisation... Où? Donnez-moi une seule activité organisée par Tshisekedi, par UDPS contre la Constitution qui a réussi. Où? Ils ont organisé ça où? Non, vous ne me posez pas les questions quand même. Non, mais ils ont organisé ça où? Vous profitez de l'église catholique et vous dites que c'est l'UDPS. Dites-moi, quelle est l'activité organisée par l'UDPS contre la révision de la Constitution qui a réussi? C'est où? Donc l'UDPS... Non, mais citez-moi, je suis là. La fille aînée de l'opposition. Non, mais en quoi c'est une fille aînée? À l'époque, non, depuis Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, Mobutu a commencé à avoir le pouvoir. Nous reconnaissons quand même ça. Non, attendez. Moi, on ne peut pas tronquer l'histoire avec moi. Reconnaissons quand même que l'UDPS... Non, mais je connais un peu bien l'histoire de politique. Lorsqu'on renversait le pouvoir de Kasavubu, la première fois, c'était vers les années 60-61. Mais après ça, il y a eu un PESA. PESA était un parti de l'opposition. Mais le premier parti de l'opposition, c'est PESA. Oui, on est... mais voilà, comment quelqu'un qui est né en 1982 peut-il prétendre être fille aînée alors qu'il y a une fille qui est née en 1961? On parle on parle de représentation politique, on parle dans toutes les provinces, et d'ailleurs, toutes les provinces, qu'est-ce à dire? Et d'ailleurs, l'UDPS dont on parle aujourd'hui a été créé en 1999. Hein? Mais vous allez... Et 2009, pardon. Qu'allez-vous faire si aujourd'hui cette machine... Parce qu'on voit la campagne des gens en marche. On voit monsieur... Quelle campagne? Monsieur Boudimboudi, voilà, tout droit. Il ne faut pas suivre celui-là. Il n'a pas le niveau de débattre sur ces questions-là. Il ne faut pas les suivre. On suit aussi certains comme Bakonga qui disent... Mais pourquoi vous ne citez que des gens à moralité douteuse? Citez des gens sérieux. Bon, prenons Mbata. Et vous pensez que vous avez bien fait de les citer? Mbosso. Mais apparemment, vous avez un problème là. Citez des hommes de qualité. Non, cher ami. Vous savez, on n'impose pas à un peuple une constitution. C'est là où Kabila apparaît plus sage que ceux qui sont là. Il faut convaincre et non vaincre. Kabila convaincu?
Non, mais bien évidemment, ça a été débattu. Il suffit seulement de voir la qualité des débats pendant que Kabila était au pouvoir, lorsqu'on débattait sur la Constitution. D'ailleurs, la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'époque, la pluralité en termes de tendances ne pouvait que donner une telle Constitution. Aujourd'hui, il n'y a que les adeptes. Que des adeptes. Que des adeptes. Si vous dites le contraire de ce qui est dit par le chef, on vous chasse, on vous menace. Alors dites-nous, comment une pensée peut-elle faire ressortir une constitution stable? Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Sa stabilité? Monsieur Alain Bourgeon, on a fini. On a épuisé toutes nos minutes. Mais qu'est-ce qu'on retient de votre passage? On doit retenir que science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Les fameux professeurs qui ont vendu leurs âmes ne peuvent que distiller leur degré d'ignorance. Heureusement que Bloom nous avait déjà avertis. Il y a de ceux qui n'ont pu développer que 2 niveaux d'intelligence au lieu des 4. Il y a de ceux qui ont été formés, mais sans tenir compte des dimensions pédagogiques de l'enseignement. Ils ont vendu leurs âmes, ils veulent l'argent au lieu de chercher la notoriété dans leur domaine. Sachez-les très bien que si vous voulez nous imposer la Constitution, vous devez tout faire pour être toujours fort. Le jour où vous serez faible, on va changer et on va vous faire ce que vous faites aujourd'hui. Je crois que nous avons été assez clairs. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas si fort que ça, parce que sachez-les très bien, les changements de la Constitution induisent toujours à une guerre civile. Toujours. Oh. Et c'est ce qu'il faut éviter. Oh, toujours. On n'impose pas à un peuple une Constitution. On la convainc. C'est quelle loi ça vous dit? Non, mais je vous dis, mais nous sommes en politique. Comment voulez-vous changer les règles du jeu pour maintenir votre gourou et penser que les autres vont applaudir? Ça, c'est une nouvelle théorie alors? Non, c'est la politique, cher ami. Vous avez une idée sur le départ? Le changement de la Constitution conduit toujours à une guerre civile. Toujours. On n'impose pas à un peuple de nouvelles normes. Sachez-les très bien. Mais on a vu au Gabon, on l'a vu en Côte d'Ivoire avec Ouattara, on l'a vu en Centrafrique. Oui. Le président a menacé 7 ans, oui. Durée de mandat, nombre de mandats illimité. Oui. Il a convaincu les inconscients, ils l'ont soutenu. Vous avez une idée sur la fin de Jules César? Avez-vous une idée sur Brutus? Merci On beaucoup. n'échange pas la norme par la force. On ne cherchera pas à vaincre le peuple. Il faut convaincre. Si vous voulez changer la Constitution, il faudrait d'abord abandonner tout ce que vous avez acquis de l'ancienne Constitution. Si vous ne le faites pas, ceux qui seront plus forts que vous vont se battre. Mais sachez très bien, moi, je ne vous laisserai pas en paix. Ça, c'est clair.